qu'on n'organise plus les métiers comme on les organisait il y a 30 ans, comme ça coûtait très, très cher. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas cher, hein, mais il y a 30 ans, tout coûtait cher. L'infrastructure, le réseau, il y avait des lignes spécialisées. En fait, les coûts étaient bien supérieurs à ce qu'on peut mettre en jeu aujourd'hui. Donc, on était particulièrement attentif à bien cadrer les besoins et à bien cadrer les besoins avec les métiers. Aujourd'hui, on pense qu'en mettant agile et un tampon Scrum sur la démarche, on va bien cadrer les métiers. Et ça, je pense que c'est une grosse illusion. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Catherine Meyer, qui est manager transition depuis 10 ans, qui alterne les postes de CEO transition et VP transformation. Bonjour Catherine. Bonjour Bertrand. Du coup, Catherine, on est dans la saison avec Infortive où on essaye d'explorer un peu toutes les facettes des managers de transition. Et ensemble, quand on a un peu préparé, tu m'as dit que toi, tu avais vu et tu intervenais beaucoup à un moment donné à des moments clés de l'entreprise où il y a un constat partagé pour diverses raisons où le SI est plus évolutif et ça va être un peu l'axe de notre épisode aujourd'hui quand tu interviens dans ces missions-là. Mais est-ce que juste avant, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, comme ça les gens comprendront un peu comment tu as évolué dans tout ça. Alors, au départ, j'ai commencé côté métier. Alors, j'ai un parcours tout à fait atypique. Je fais un métier d'ingénieur, mais j'ai commencé par une école de commerce dans le marketing. Et en fait, j'ai commencé dans la marine marchande, où au service marketing, on m'a confié le pilotage côté MOA des systèmes d'information commerciaux. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'informatique. D'accord. J'ai fini par faire du marketing et puis, en voulant changer de secteur, ben, finalement, je me suis intéressée au déploiement des systèmes d'information. C'est les grandes vagues de changement de RP maison par, des packages comme SAP et j'y ai mis un doigt, le bras et le reste a suivi, du coup, j'ai fait plus de 10 ans chez IBM, où j'ai travaillé, sur des gros projets de transfo, puis, pris la tête d'une business unit et enfin piloté, la transformation pour IBM France, du mode de production, en fait, des services, qui inséraient des collaborateurs, un peu aux 4 coins de la planète. Donc c'était il y a 20 ans, la mode avec, les Indiens, les pays de l'Est et cetera. Ok. Et du coup, je ne savais pas que tu avais eu cette composante marketing au tout début. Est-ce que c'est une composante qui a été un peu un fil rouge qui t'a aidé dans tous tes postes ou en fait, c'est pas, voilà, tu l'as fait et après, ça va plus servi? Alors, bah, ça sert toujours, hein, de considérer les clients comme le centre, de la problématique, hein. Je dirais que c'est même, le fil rouge et je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'ai été côté, client, acheteur de services informatiques, hein. Et j'ai aussi dans la dimension MOA, piloté les différents départements et structuré les formations pour les utilisateurs et cetera. Ce qui m'a donné, un pied dans chaque monde, hein et ça, je pense que durant toute ma carrière, ça m'a aidée parce que je ne considérais pas l'informatique, comme un certain nombre de mes collègues, comme la baguette magique qui résout tout.
mais comme effectivement un support à ce qu'on doit produire côté métier. Ok, trop bien. Donc, du coup, c'est aussi une question de… Ça a créé aussi un peu un barycentre différent dans toute ta carrière d'avoir eu cette expérience-là. Oui, je me suis mise à mon compte pour faire des missions qui m'intéressaient. Donc, le côté commercial marketing m'aide à me faire plaisir, c'est-à-dire redresser des situations complexes, mais dans des domaines qui m'intéressent. Du coup, tu me disais, voilà, moi j'interviens souvent quand on est le SI, il évolue plus, il est bloqué, il y a une crise en interne. Avant Oui. de parler de comment, voilà, comment tu opères et qu'est-ce que tu regardes, j'aimerais bien comprendre en fait, toi, sur toutes tes missions, les typologies de raisons, les différentes raisons qui amènent à ce que ce SI ne bouge plus. Et je pense que c'est quand même assez important de s'y attarder parce que bah, du coup, ça peut éviter aussi à certaines directions générales qui nous écoutent d'éviter ou de se rendre compte qu'il y a certaines erreurs qui sont en train de se produire. C'est quoi, du coup, ton feedback là-dessus? Alors, il y a plusieurs raisons. En général, quand j'arrive, on a une situation de crise, donc on n'arrive plus à déployer les différents systèmes innovants qu'on veut déployer. Et globalement, à la direction générale, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et on a tendance systématiquement à se retourner vers l'informatique. Or, la raison, elle est multiple. Souvent, on a effectivement un manque de vision sur l'évolutivité globale du système d'information et on pense que changer un petit morceau ou voire un gros morceau, ça va résoudre le problème. Alors qu'on ne regarde pas l'ensemble de la problématique. C'est comme un docteur qui voit, en fait, qui se base pour soigner son patient sur un seul symptôme et pas sur l'ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est systématique, c'est qu'on n'organise plus les métiers comme on les organisait il y a 30 ans, comme ça coûtait très, très cher. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas cher, hein, mais il y a 30 ans, tout coûtait cher. L'infrastructure, le réseau, il y avait des lignes spécialisées. En fait, les coûts étaient bien supérieurs à ce qu'on peut mettre en jeu aujourd'hui. Donc, on était particulièrement attentif à bien cadrer les besoins et à bien cadrer les besoins avec les métiers. Aujourd'hui, on pense qu'en mettant agile et un tampon Scrum sur la démarche, on va bien cadrer les métiers. Et ça, je pense que c'est une grosse illusion. D'abord, il y a une méconnaissance des méthodes agiles. Et deuxièmement, ce qui se passe et qui s'est toujours passé, c'est que quand on a besoin des métiers dans un temps relativement conséquent, on a besoin des meilleurs qui ont le recul sur les processus métiers. Et ceux-là sont indispensables pour faire tourner la boîte. Donc, très peu d'entreprises savent les doublonner un tout petit peu à l'avance pour qu'eux soient concentrés à 50% sur, j'allais dire, la crème de la crème des problématiques métiers et qu'ils soient à 50% sur les projets de transformation conséquents ou Ok. de En produits, fait, que ça soit plus de, réellement de MOA dans beaucoup d'entreprises ok. et ça pose un vrai problème de cadrage. Donc, du coup, juste pour être sûr, tu dis que déjà le SI, il est plus évolutif. Donc, il y a comment dire, il pense que c'est plus facile que ça ne l'est. C'est-à-dire, voilà, on Ouais, voudrait changer tout à ça, fait. etc. Parce que la technologie, elle est accessible. On voit qu'il y a des softwares. Donc, il y a une question de paradoxe entre la simplicité de la technologie, le côté, ah, ben, il y a un SaaS qui fait exactement ce qu'on voudrait. Et donc, du coup, on n'a qu'à l'intégrer. Donc, Exactement. c'est pas… Et le second, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi, donc ça, c'est une première raison, c'est une distorsion. Et le second, c'est le fait de dire qu'en fait, il y a beaucoup de projets quand tu arrives qui c'est plus évolutif parce qu'il y a des projets qui arrivent pas à délivrer de la valeur parce que on n'a pas réussi à impliquer les métiers ou les bonnes personnes dans les métiers et que donc du coup le projet n'avance pas parce qu'il n'y a pas les bons choix ou qu'on s'aperçoit que c'est pas les bonnes choses et on refait, c'est ça? Exactement. Et ce qui se passe, c'est que l'informatique et les directions de projet à l'informatique essayent d'avancer tant bien que mal, mais pas avec les bons entrants. Ce qui fait que forcément, à la sortie, ben, on n'a pas ce qui serait réellement la couverture des besoins qu'attend la direction générale et les utilisateurs dans leur ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui arrivent qui font que le SI enfin, quand tu arrives, il y a une crise sur le SI évolutif? Alors, il y a différentes raisons. Une première raison qui est
Il y a une vingtaine d'années, en fait, on avait des gros systèmes complexes qu'on avait éventuellement remplacés par des SAP, des Oracle, des Dynamics, etc., suivant la taille des entreprises, hein. Mais il restait toujours des morceaux clés qui étaient beaucoup trop complexes, qui avaient été développés pendant 30 ans et on avait l'habitude de faire des fronts, c'est-à-dire des couches Windows pour attaquer des systèmes qui étaient encore, pour une partie d'entre eux, en écran noir surbrillant, écran que tu n'as jamais dû connaître, cher ami, à ton grand bonheur. Donc, du coup, on mettait des couches pour les habiller, pour pas avoir à changer le cœur du système. Ça a été le cas beaucoup dans les banques, hein, qui avaient des gros moteurs en COBOL pour traiter le volume, etc. Et donc, on a finalement surcouché des applications critiques. Et à force de surcouche, on perd la vision finalement des processus dans leur ensemble, puisqu'on a déjà commencé par habiller pour que ça soit simple d'utilisation pour les utilisateurs, que ça soit intuitif. Ensuite, on a commencé à habiller pour gérer le parcours data. Et finalement, tu en as dans tous les sens, quoi, hein. Et aujourd'hui, pour réellement agiliser un système, il faut un ERP agile, il faut une conception de l'architecture avec un parcours data qui permet effectivement d'ouvrir sur du e-commerce, de la place de marché, etc. Un parcours data bien identifié, flexible et qui permet de partager la data dans différents systèmes, que ça soit des catalogues de services ou de produits, que ça soit du pricing, etc. Donc, en fait, un système agile, c'est un ensemble de composants, front office, back office, et ça n'est pas simplement acheter un logiciel qui fait de la vente en ligne et le paramétrer. Dès qu'on ouvre le système, hein, et aujourd'hui quasiment tous sont ouverts, hein, on pense systématiquement à la sécurité, on se dit on va se faire hacker, etc. Mais on ne pense pas que derrière, il faut être en capacité de répondre à cette ouverture et à ce que les clients attendent. Donc, évidemment, on a tous acheté sur Amazon et sur les places de marché françaises également. Donc, du coup, on s'attend tous en tant que business to business à avoir le même service qu'on a en tant que particulier. Et ça fait 10 ans qu'on le dit. Par contre, ça ne fait pas 10 ans qu'on transforme, qu'on a pris la mesure de la transformation de l'architecture que ça nécessite dans les entreprises. Ok, donc ton point, c'est qu'il y a une troisième raison, puisqu'il y en avait déjà deux, tu avais déjà donné deux. La troisième raison, c'est on sous-estime ou on n'a pas assez investi dans l'architecture et la modernisation de l'architecture du SI. Et donc, du coup, c'est un investissement qui est lourd et en profondeur pour arriver à des standards d'intégration qu'on connaît en tant que consommateur et qu'on aimerait connaître, qu'on attend de connaître en mode business to business. Et donc, Oui, du coup, vu qu'on est plutôt dans du court terme, oui. bon, c'est quand même un an, 2 ans, mais ça reste du court terme, on rajoute des briques, mais on n'a pas assez investi sur le cœur pour qu'on puisse intégrer de manière qualitative ces nouvelles expériences, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et pour rajouter une couche encore, aujourd'hui, on peut regarder, si on fait un flashback il y a 20 ans et qu'on regarde les cycles économiques, ils n'ont fait que s'accélérer. Et l'incertitude, ces dernières années entre le covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation, du prix, du coût de l'électricité, du gaz, et cetera, tout ça, ça ajoute, de la complexité et ça force les directions générales à devoir être plus agiles pour mieux proposer à leurs clients. Donc, ils doivent capter plus vite les demandes, y répondre plus vite. Et ceux qui ne s'adaptent pas, ben, ils sont de grandes chances de rester sur le bord de la route. Donc, ça met une pression additionnelle à l'informatique qui, elle, n'a pas toutes les cartes en main pour répondre à cette pression. Ok, très clair. Tu m'avais parlé aussi d'une problématique
sur le fait, même dans l'organisation même de l'entreprise, pas IT, mais sur le fait que quand tu prends ton poste en tant que DSI ou autre, tu as une tendance à promettre et à subir une pression sur le court-termiste qui fait qu'à un moment donné, il y a une décorrélation, une perte de confiance. Tu peux nous en parler un peu de ce point-là? Alors, on passe souvent ces dernières années derrière ce qui a été une grande mode, les CDIO, les Chief Digital Officers. Et ces personnes-là ne sont pas forcément des CIO, donc des DSI, et ils ont une vision périphérique du système d'information. Donc, ils se disent, ah bah, je vais ajouter, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je vais ajouter un front ici, un calculateur là, je vais faire que de l'agile. Et puis, ils promettent monts et merveilles, ça dure 2 ans, ça marche de moins en moins bien parce que plus tu connectes sur des surcouches, moins ça marche. Les programmes qui, soi-disant, se font en 3 à 6 mois, bah, au bout d'1 an et demi, il n'y a rien qui a atterri. Donc, on passe souvent derrière ce genre de profil qui a sous-estimé grandement par méconnaissance, hein, c'est pas de la vantardise, dirais-je, mais du coup, bah, on a encore plus fragilisé la confiance effectivement du COMEX et on a encore plus fragilisé aussi la confiance des équipes IT qui, quand ils voient ce genre de profil arriver, se disent: «Mais c'est quoi ce foufou là? Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Il comprend pas, il va tout nous casser». Or aujourd'hui, quand on est dans n'importe quel DSI, les équipes sur le terrain, leur stress premier, c'est que la production qui fait vivre l'entreprise tourne. Et heureusement, je dirais, pour les entreprises. Donc, et cette partie-là est totalement sous-estimée puisque le stress premier, c'est de ne pas perdre les clients. Donc, mon travail, c'est de faire que ça continue à tourner, de simplifier tout ce qu'on peut, parce que toutes les surcouches sont pas forcément sont le résultat d'un historique, mais pas forcément pensées à l'époque. Donc, essayer de nettoyer au mieux pour pouvoir ensuite transitionner vers des outils plus modernes. Et aujourd'hui, on a besoin que les entreprises aient des ERP agiles. Et c'est pour ça que si on regarde par exemple le leader qui est SAP, SAP S/4HANA, ce n'est pas un ERP, c'est un système d'information. Ils ont transformé leur ERP complètement intégré en un système d'information agile qui peut interagir à n'importe quel moment du traitement, des commandes de vente, d'achat, etc., avec d'autres systèmes. Ils y ont adjoint un calculateur de prix, un CPQ. Ils ont adjoint en fait tout un tas de dimensions qui permettent à cet ERP de soutenir un e-commerce efficace. Mais aller du monde d'avant-hier à ce monde d'aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce qu'il faut reconcevoir le système d'information dans son ensemble et y aller évidemment par étapes, hein. On n'est pas obligé de tout changer d'un coup, mais cette reconception, c'est une reconception des processus de l'entreprise pour les agiliser. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas aller plaquer une solution sans se poser les bonnes questions sur le parcours client au sein de l'entreprise. Ok. Et il y a une deuxième dimension qui freine les entreprises, c'est que souvent, quand ils ont eu des gros programmes ERP il y a 10, 15 ans, ils en ont bavé des ronds de chapeau, comme on dit chez moi, et les gens qui ont vécu ce programme-là freinent des deux fers, que ça soit à côté métier et l'informatique. Ils se disent: «Non, non, non, hein, pas une deuxième fois, si on peut éviter le saut, on tient encore un certain temps». Or, il faut regarder l'âge moyen de la population aujourd'hui dans les entreprises. Globalement, on n'est pas une population jeune, hein, on est entre 42 et 45 ans. Donc, les jeunes qui pourraient donner des coups de pied pour faire avancer ce genre de conception ne sont pas encore aux places où ils peuvent vraiment faire pencher la balance sur les décisions. Ok. Donc, en gros, tu as quand même aussi une partie de nature et de qui est encore aux commandes par rapport à l'historique qu'ils ont connu et donc, du coup, forcément, une zone de confort. Donc, en gros, au tout début, parce que tu dis plein de choses, tu m'as dit en gros sur ce point-là,
il y a une question des CDIO qui, en fait, eux, n'avaient pas la vision infrastructure, enfin architecture, et que du coup, sont arrivés un peu à moi de promesses digitales. Et forcément, à un moment donné, ils se sont un peu cassés la figure parce que ils n'avaient pas le legacy, ils ne voyaient pas comment le faire évoluer. Du coup, bah, les fronts qu'ils proposaient ou les intégrations, elles étaient pas au rendez-vous, elles n'étaient pas intégrées, du coup, c'était pas bon. OK. Est-ce que et du coup, après, tu nous as expliqué ben, la difficulté que c'est de faire changer ce SI-là et que ben, c'est quand même des mondes complètement différents et que pour le faire, en plus de ça, il faut avoir des gens qui, en plus du côté technique, aient envie de le faire dans le sens où c'est quand même un autre monde, c'est une autre façon de faire les choses, c'est des métiers qui sont différents. Et donc, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on va dire la pyramide des âges et l'expérience fait qu'il n'y a pas forcément non plus un vrai désir de se challenger à ce point-là et de se mettre aussi en danger parce que on attend avant tout de toi que les choses tournent à date et que ben, ça, ce n'est pas des choses qui sont sur du court terme, c'est des choses sur le long terme. Et donc, du coup, c'est-à-dire parier sur le long terme, gérer l'opérationnel à court terme, éviter les balles et faire en sorte que ça fonctionne. C'est vrai que si la direction générale n'est pas 100% alignée avec ça, ça peut être vu comme un peu un pari risqué personnellement. Oui, oui, c'est un pari risqué et même super risqué. Et du coup, dans des périodes, et je parle de l'Europe là, où la zone d'incertitude est maximum, parce que nous, on a surcouché les zones de complexité, notamment avec le coût de l'énergie que n'a pas l'Amérique, hein. Aujourd'hui, eux, ils ont toujours le pétrole au prix où on l'avait avant. Donc, en Europe, on a un vrai problème, hein, de survie, des entreprises, et donc quand on est en mode, comment dire? Pression maximum, la capacité à prendre des risques diminue et face à ça, alors on a d'autres mondes. Aux États-Unis, ils ont toujours, privilégié l'innovation, ils sont beaucoup plus, prônes à prendre des risques et on se retrouve avec l'Asie qui, elle, a pas ces problèmes, de migration de système et cetera parce qu'ils ont construit leur monde il y a pas, 30, 40 ou 50 ans et qui sont, pour la plupart full cloud, avec une appétence à l'innovation. Il suffit de regarder la Corée, du Sud, par exemple, ou l'Inde et où ils ont été, notamment en Inde, les prestataires de services de l'innovation pour les États-Unis. Donc, on est en fait, en Europe, enclavé entre 2 mondes qui marchent sans nous, hein. Et là, on a un vrai challenge pour laisser un héritage à nos enfants, de se bouger pour transformer réellement l'entreprise au sens large. Et évidemment, aujourd'hui, la transformation de l'entreprise se base sur la transformation des systèmes d'information. Il n'y a pas de choix, hein. La productivité, elle se base sur les outils qu'on donne aux collaborateurs de l'entreprise. Du coup, là, Et ouais. tu amènes un point qui est une conviction à toi, c'est le côté, c'est intéressant, tu lis le fait qu'on est sur une concurrence mondiale, OK, et tu dis en fait les États-Unis, là, eux, aujourd'hui, ils sont moins sous pression que nos entreprises, donc ils peuvent parier plus sur le long terme parce que bah, du coup, ils n'ont pas ce côté énergie, inflation, et donc du coup, ils ne sont pas dans un Ils ont cycle. l'inflation, mais pas le coût de l'énergie. Oui, pas le coût de l'inflation, mais pas le coût de l'énergie. Ou dans tous les cas, on pense qu'ils vont sortir de l'inflation plus rapidement que nous. Mmh. Et au niveau architecture, et du coup, au niveau Asie, c'est que leur architecture n'a pas le poids actuel d'une autre et que donc, du coup, ils peuvent bouger. Et tu dis, donc ta conviction, tout ça, c'est qu'en fait, si on veut que nos entreprises, parce que c'est intéressant ce que tu dis, que nos entreprises bougent en France par rapport à ça, c'est une question, OK, de technique, mais surtout de qui est aux commandes dans les entreprises pour le faire. C'est intéressant, Catherine, parce que ce que je veux dire, bon, Catherine n'a pas 25 ans, donc elle ne défend pas, elle ne défend pas sa génération, mais c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est ce que toi, tu vois par rapport à en disant, ben, aujourd'hui, il faut faire aussi, il faut que les jeunes qui ont vraiment envie de bouger. Pourquoi? Parce que toi, tu vois que tu es confronté vraiment tout le temps à ça. C'est-à-dire à une volonté, une non-volonté des gens de bouger.
Alors, lié à une ça? volonté de bouger, mais à une sous-estimation de l'effort que ça et des investissements, hein, faut pas se le cacher, Ouais, hein, c'est de l'argent à mettre sur la table que ça nécessite, et c'est surtout à une capacité à prendre des risques majeurs. Donc, toutes les entreprises ont des roadmaps informatiques, mais dès qu'on touche le cœur, par exemple le RP, ça freine et c'est compréhensible. Encore une fois, c'est des projets qui demandent beaucoup d'investissement, à la fois en argent, mais c'est et aussi en personnes et qui comportent un certain nombre de risques. ok. Et du coup, là, on est obligé si on n'y va pas et ben, on perd du temps puisque c'est des projets qui mettent 1, 2, 3 ans suivant la taille de l'entreprise et les périmètres. Donc c'est pas quelque chose qu'on va rattraper en 3 mois. Ok, ok, très clair. Un des derniers points aussi sur les raisons pour lesquelles le SI, enfin, tu arrives dans un SI non évolutif. Donc, on parle du CIO qui a promis et qui n'avait pas la vision d'architecture et donc, du coup, les projets ne délivrent pas. J'imagine aussi qu'il y a des DSI qui, eux, ont la vision de l'architecture, Oui, mais ah qui bah, se retrouvent quand même dans cette situation-là. Et c'est pas, je pense qu'il y a une nuance, c'est que eux, ils connaissent quand même le poids de l'architecture et la différence. Du coup, c'est quoi? C'est que eux, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le poste sans trop promettre. En gros, ils ont plus promis que ce qu'ils peuvent tenir pour rentrer dans le poste, ou c'est une autre raison qui font qu'au final, ils ne délivrent pas. alors, en fait, moi, je passe derrière des gens qui sont dans 2 cas différents. Les CDIO dont on a parlé, et les CIO qui, eux, mesurent bien, mais n'arrivent pas à obtenir les moyens et donc claquent la porte en disant: «Bah, puisque c'est comme ça, moi je rends, mon tablier, on ne me donne pas les moyens de faire ce qu'on me demande de faire, donc bah, au revoir, quoi» et comme il y a une grosse pression sur ces postes-là, il n'est pas très compliqué, d'aller trouver un autre poste, Intéressant. intéressant Et du coup, quand et toi, tu arrives, du coup là, tu arrives à avoir les sous, toi, après? alors, déjà, je pense qu'avec, il y a 2 choses. Quand on fait de la transition, on arrive dans une, situation où c'est une impasse. Donc, on est obligé d'écouter un minimum parce que, bah, sinon, on ça ne fait que s'aggraver. Donc ça, c'est une condition favorable pour, que je présente les choses. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu dans ma génération la chance, de vivre, tout un tas de transformations. Ça fait 34 ans que je travaille et je suis arrivée sur des grands chantiers de transformation qui se sont succédés, par vagues. Donc, j'ai un peu plus, de recul sur ce que je peux conserver, ce que je peux agiliser et sur, la création d'une roadmap, qui tient la route, en fonction des budgets qu'on peut y mettre et aussi, des contraintes, de la vie, de tous les jours, du fonctionnement de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que à mon grand âge, j'ai un certain nombre de networks et ce qui me permet d'aller chercher des profils rares et ça, c'est ce qui permet de reposer les choses sur la table parce que tu arrives en tant que DSI, mais si tu as pas un architecte, extrêmement compétent et crois-moi qu'un architecte d'entreprise avec toutes les dimensions qu'il faut, pour changer un SI qui a stagné pendant les 10 dernières années, il y en a pas plein le marché. Donc ça me permet d'aller chercher les bonnes personnes en fonction du contexte et d'aller chercher éventuellement en service aussi, hein, les bons architectes, qui ont le recul nécessaire, l'expérience et toutes les couches. Infra, network, applicatif et compréhension des métiers et des types d'entreprises, c'est-à-dire des gens avec une expérience soutenue qui peuvent projeter quelque chose qui convient à l'entreprise. Donc, Et ça, du tu l'as coup, pas à 40 ans, quoi, c'est clair. ce que tu veux dire, c'est que tu arrives quand même, enfin, tu arrives toi comment dire, à proposer une façon de faire pour X raisons,
à être plus précise dans ton plan parce que du coup, peut-être que le plan du prédécesseur était bon, mais pas optimisé au maximum dans sa frugalité sur les points ou autres, et que du coup, c'est le niveau d'expertise que tu amènes avec ton réseau qui te permet de proposer une vision, une façon de faire qui est un peu plus économe et qui donc du coup convient mieux à la direction générale, c'est ça? Oui, un peu plus économe, phasé, puis moi j'ai toujours eu, l'habitude de faire la politique des petits pas. C'est-à-dire pour qu'on te fasse confiance, il faut que tu fasses tes preuves, que tu délivres, des choses, et que tu montres que tout ce qui stagnait pendant 2 ans, bah, tu arrives à sortir petit à petit des choses qui sont peut-être pas à l'optimum, mais qui permettent déjà à l'entreprise d'avancer sur le chemin. Ok, Donc donc du coup, voilà. c'est une question de moins cher, mais pas non plus. Voilà, on ne parle pas de Non, même. c'est pas réellement moins cher, c'est plutôt phaser, montrer des choses concrètes au fur et à mesure, et j'allais dire, tu sais, il y a 34 ans, on n'a pas attendu le Scrum pour être agile, hein, il faut pas des projets déjà, de base, je suis certifiée, programme management exécutive et la première chose qu'on apprend, c'est de pouvoir sortir, des solutions sur, une V1, une V2, une V3, etc. Mais sortir des solutions qu'on met au feu sur le marché le plus rapidement possible pour itérer sur l'amélioration et avec les métiers. Et tant que tu n'as pas sorti la première version, c'est même si tu as travaillé à fond avec les métiers, c'est une vue de l'esprit, hein. Et Ok. pourquoi c'est une vue de l'esprit? Parce que, un, les marchés changent, comme je te l'ai dit, de manière tellement rapide, que déjà entre, le moment où tu t'es dit: «Il faudrait qu'on fasse ça» et le moment où tu mets live, même si c'est 6 mois plus tard, tu peux avoir, des besoins, qui ont, évolué de manière assez, importante. Donc, la confiance, elle se fait parce qu'on montre qu'on avance. Parce qu'on fédère les équipes, c'est-à-dire qu'on arrête de taper sur les gens en disant: «Mais il y a qu'à Faucon, sort un tel truc alors que c'est l'Himalaya». On remet les choses au clair, on partage le travail, on le pilote, mais on le pilote pas dans les nuages, on le pilote, au plus proche, des équipes et du métier. Mais ça, enfin, ton prédécesseur, et tu vois, il avait déjà, enfin, je veux dire, il avait déjà montré qu'il faisait des trucs. Enfin, tu vois, il est pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un qui avait pas chippé Et c'est avant. compliqué. Je pense réellement qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que, en fait, quand tu regardes les postes de DSI, tu as, rarement aujourd'hui, il faudrait 2 DSI, en fait, un DSI stratégie et un DSI quotidien, opérationnel et cetera. Vu la rapidité à laquelle le monde avance, il en faut un qui s'occupe, de faire tourner la boutique et un autre qui s'occupe de la projection et du pilotage de la transformation. Donc quand tu regardes aujourd'hui les postes de DSI, même ceux qui ne sont pas en crise, hein, tu as des DSI stratèges, s'ils ne sont pas bien backupés par quelqu'un qui pilote le quotidien, il y a aucune chance que, la boîte tourne. Et tu as des DSI opérationnels, et donc ceux-là souvent ont un problème parce que, bah, ils sont, les mains dans le cambouis, matin, midi et soir, et ils ont du mal à se faire comprendre, des directions. Et aujourd'hui, si tu veux, comme tout le monde est en train de regarder ses coûts, si tu expliques qu'il faut les 2, il y a peu de chances que tu aies le budget pour avoir les 2 bons profils, donc tu en as qui penchent plus, vers la stratégie, d'autres plus, vers l'opérationnel et très clairement, nous, on remplace, les 2. C'est quand celui qui était sur la stratégie a fait beaucoup trop de stratégie et s'est pas assuré de l'opérationnel, ben, ça bug. Et quand l'opérationnel fait bien l'opérationnel, mais sait pas se faire comprendre du COMEX, ça bug. Ok, je prends. Donc, en gros, ce que toi tu dis, c'est ben, le métier. Enfin, ils sont déjà dans une position qui est complexe quand tu prends ton rôle de DSI, qui Mmh. fait que ils ont une pression de tous les sens et ils ont du mal à répondre à l'ensemble des enjeux, soit strat,
soit opérationnel. Je rajouterais même aussi à toute la partie sécurité où des fois, ils n'arrivent pas à avoir le budget pour un RSSI et Oui. que donc, du coup, ils se retrouvent à voir une partie RSSI gérée en direct. Et du coup, quand toi, tu arrives en transition, tu sors de ce contexte-là parce que du coup, tu prends juste une des briques et tu spécialises sur une des briques ou c'est une Alors autre. non, je me staffe, c'est-à-dire que le premier mois, c'est l'analyse de la situation. Évidemment, tout ça, c'est en fonction de la taille Bien des sûr, entreprises, hein. Quand j'ai une DSI de plus de 100 personnes, je ne staffe pas de la même manière que quand j'ai une DSI de 30 personnes, bien hein, sûr. on est d'accord. Mais du coup, je regarde dans l'équipe et je redistribue les rôles et je mets toujours un rôle qui est de s'assurer de faire tourner le quotidien. Alors, on l'appelle comme on veut, hein, on l'appelle rarement DSI opérationnel, mais c'est ce que c'est de faire tourner les SI pour que je puisse m'occuper, moi, de la transformation, du recadrage et du travail de fond sur une roadmap qui peut aller de 3 à 5 ans pour agiliser les systèmes d'information là où il y en a besoin et puis surtout mesurer les risques et les opportunités parce que dans les changements, tu as forcément des choses risquées, mais ce qu'on sait bien faire et un peu moins bien faire chez nous et bien faire dans les pays anglo-saxons, c'est qu'à chaque risque, on doit pouvoir associer une opportunité de. OK. Mais Donc du coup, d'embarquer des choses qui étaient demandées depuis longtemps et que sur lequel, tout le monde avait fait son deuil, par exemple. toi, quand tu dis que tu te staffes, donc c'est une question de budget et je veux vraiment comprendre ça parce que c'est quand même un élément hyper important dans la raison pour laquelle le DSI qui a une vision architecturale est en difficulté et en même temps que toi, tu arrives un peu à contourner via ton expérience et ton réseau. Est-ce que c'est que toi, tu arrives à faire passer ce budget-là, qui est un budget supplémentaire à court terme de il me faut quelqu'un en bras droit. Sinon, on ne pourra pas faire ça. Et comme ils ont été dans une situation d'échec juste avant, ils te lâchent un peu ça au tout début. Et donc, Alors du coup, toi, après, tu crées tes conditions pour créer pour montrer que tu arrives à apporter la valeur comme tu veux. Donc, du coup, petit à petit, sans confiance, de petit à petit te suivre. Et que c'est ça que le DSI n'avait pas réussi à avoir, ou qu'il n'avait même pas demandé. Des fois, j'imagine que c'est une non, mais question. c'est ça surtout, c'est que souvent, ils osent pas, ils font en fait, je pense que l'expérience que j'ai eue dans les pays anglo-saxons, a changé le paradigme que j'avais avant. OK. C'est-à-dire qu'avant, en bonne française, on me donnait un budget et un objectif et j'essayais de faire fitter les 2. Aujourd'hui, je regarde le budget, les objectifs et je me réassure aussi des objectifs parce que souvent, les objectifs, ils ont déjà 1 an ou 2 et c'est plus les bons. Donc, je recadre, je regarde ce qu'on peut faire avec le budget, je regarde ce qu'on peut faire avec les équipes. Parce que c'est pas tant une personne de plus que de détecter les talents dans les équipes existantes pour faire monter quelqu'un Sur le ce temps rôle-là, bien sûr. sur ce rôle-là. Et du coup, c'est même pas une question de budget, là, c'est une question de pouvoir trouver des talents en interne. Alors, des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas, hein, mais des talents en interne. Alors, des talents, il y en a toujours. C'est est-ce qu'ils sont aptes à prendre le challenge et est-ce qu'ils veulent le faire? Donc, il faut les persuader aussi que c'est pas un siège éjectable, le poste, hein. Et donc, derrière ça, pour les budgets, on retaille les attentes avec la direction générale. Je fais une évaluation et ensuite on se dit les choses, c'est-à-dire, bah, ça, si tu veux ça, c'est tant, et si tu le veux comme ça, maintenant tu as que tant en budget pour le faire et ben, on va retailler un peu autrement, on va être créatif et on va trouver des solutions, moins Rolls-Royce. Du coup, dans ce que tu dis, j'entends deux choses. J'entends le fait que ta culture anglo-saxonne, enfin, le fait d'avoir travaillé dans une culture anglo-saxonne, plus aussi ton expérience et ton âge. Enfin, tu vois, quand Oui, tu as connu plusieurs tranchées à la fin, tu sais comment ne pas y rentrer. Tu, euh, exactement, tu n'acceptes pas par défaut les contraintes qu'on te donne. exactement. Et c'est ce côté un peu DSI, je trouve qu'il des fois oublie un peu le D.
du DSI, c'est-à-dire tu as un directeur et donc du coup, tu dois comprendre les enjeux et savoir les remettre en question et parler à ton boss en responsabilité dès le début et en confiance dans les challenges. Ça, c'est le premier point de ce que j'entends. Et le second, c'est que comme les gars, ils ont quand même un DSI qui vient de se barrer et que du coup, ils ont bien compris qu'ils étaient un peu dans la panade, ils n'ont pas le même, je dirais, ils ont obligatoirement un respect un peu plus délicat vis-à-vis de toi parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on commence à ne plus rien avoir de personnes manager parce qu'ils se barrent tous et que donc du coup ils sont obligés eux de faire et là ils sont dans une position où ils sont obligés de faire un compromis, une écoute qui tant que le mec était en interne il pouvait se la jouer un peu Dieu vivant sur terre, c'est ça? Alors oui, et j'allais dire, je ne te mentirai pas, c'est exactement ce que tu soulignes depuis le début, l'expérience fait que. C'est-à-dire que l'expérience fait que j'évalue la capacité de l'entreprise à se transformer et je rends très clair et très logique les choses devant les directions générales. Et souvent, on n'a pas osé leur dire un certain nombre de choses, on n'a pas osé leur décrire les limites qui faisaient que, lesquelles limites, hein, faut pas rêver, ils les connaissent parfaitement, mais ils ne sont pas en capacité forcément de juger de l'impact de ces limites-là sur le déploiement de telle ou telle application. Non, mais Eux, c'est ils super sont intéressant. Eux, ils sont dans la position actuelle de toutes les directions générales, c'est je cherche le client, j'en cherche des nouveaux parce que je sais que dans mes clients, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont aller chez le concurrent, et cetera. Donc, si on n'est pas en croissance, on recule. Donc ça, c'est déjà un challenge extrêmement compliqué à gérer dans une économie mondiale incertaine. Donc, eux, ils ne sont pas en train de détailler pourquoi la migration de telle application s'est mal passée, etc. Donc, l'expérience fait que je peux reposer les paradigmes, leur montrer là où il faut pas transiger et leur dire, moi je comprends aussi, hein, j'ai pas des budgets limités, hein, faut pas croire, hein, j'ai pas de planche Non, à billets. Donc, regardez ensemble là où on met le focus, là où on le mettra dans un an. Et puis, il est important qu'on échange et que je comprenne ce qui, eux, leur permet de signer les nouveaux clients. mais, Donc, euh, on mais adapte ça à la stratégie, hein. tu parles de l'expérience, c'est sûr, mais j'ai l'impression que c'est aussi savoir tenir tête à un DG de manière constructive et ne pas se laisser embarquer dans la fausse promesse pour lui faire plaisir. Ah Moi, oui, tout à fait clair, oui. ouais, mais je pense que ça, c'est un des points clés de ce que tu dis, c'est-à-dire que le DSI de transition, il peut pas faire de fausses promesses. Et puis, il n'en a pas l'intérêt il se projette pas dans cette boîte-là pendant 4 ans, machin, etc. Donc, il Exactement. sait qu'il est obligé, dans tous les cas, de créer une relation où il est obligé de dire non et d'expliquer et de créer la relation. Ça pète, mais s'il n'arrive pas à débloquer ça, dans tous les cas, il ne pourra pas travailler. Versus le DSI qui peut, à un moment donné, penser un temps un peu plus long. Non, mais au bout de 6 mois, je vais lui expliquer. Mais là, comme on est en période de crise, on n'a pas ça. Et de l'autre côté, donc ça, c'est une question il faut savoir le faire. Hein. Enfin, c'est pas évident, c'est une posture, il faut être sûr de soi, il faut savoir parler à un DG, etc. Et le second Alors, truc, vas-y, pardon. juste une petite précision. De mon expérience marketing, j'ai appris qu'on ne disait jamais non à un client. On dit quoi alors? On dit oui, mais. Ouais, Oui, oui, mais j'ai bien compris ce que tu veux faire, ça fait sens, etc. Mais là, si on fait ça, ça va coûter tant, ça va prendre tant de temps, est-ce que etc. vraiment c'est ce que tu veux? Et une fois qu'on a expliqué, du coup, on dit bon, bah, on On fait fait quoi? comment? Ok. Et après, il y a le second truc, c'est que lui-même, il a un regard différent sur toi. Oui, tout à fait. Bah, tout à fait. En fait, le fait de ne pas avoir d'enjeu politique au sein de la direction, c'est un levier fantastique parce qu'ils ne peuvent pas me soupçonner de vouloir faire de l'ombre à tel ODAF ou Dieu sait Ouais. qui, ou de vouloir pousser mes billes pour faire je ne sais quel jeu politique. Donc ça, c'est un vrai levier et je pense que la transition, ça permet effectivement, même quand
les choses vont pas trop mal, si on veut faire une pause sur un poste et de prendre du recul, d'avoir à la fois l'expérience, hein, parce que très clairement, en transition, on n'est pas des perdreaux de l'année, d'avoir le recul de l'expérience et d'avoir des gens avec qui on peut parler d'égal à égal. OK. Et au Et final, tu crois pas que c'est, je te permets, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que vas-y. tu crois pas qu'au final, c'est le cœur du problème d'aujourd'hui des DSI? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas, si on parle, enfin, parce que c'est pas eux, mais aussi le DG, parce qu'il comprend pas et tout. Enfin, je veux dire, c'est une problématique, globale. Alors, faut pas leur faire, injure, ils comprennent, Voilà. globalement. Par contre, le focus, qu'ils ont est plus sur la vente que sur l'IT et c'est normal. Donc il faut savoir, les amener alors sauf évidemment, on parle en général, si on va dans des boîtes, beaucoup plus technologiques, là on a des DG qui Non, mettent mais l'aperçu, bien sûr. Mais mais tu sûr, moi, je suis pas, mais du coup, je remets cette question, c'est-à-dire que aujourd'hui, le DSI, le DG, le nombre de duos qui peuvent vraiment échanger constructivement sur la stratégie, comment on y arrive, etc. Et parce que l'IT, c'est au cœur de tout ça, comme un directeur commercial l'est avec son DG. En gros, voilà, si on pouvait, tant que la qualité de la relation, la confiance et le challenge ne sera pas de même nature qu'il y a entre le DG et le directeur commercial et le DG, avec le DG et le DSI, on aura un problème parce que le sales, il projette dans le futur une perspective commerciale, mais s'il n'y a pas la même qualité de la relation sur la façon dont on va arriver à supporter cette croissance ou ces changements-là, le truc, il ne marche pas. Et la oui, qualité tu as de cette raison. relation-là, je l'entends dans ton propos sur du manager de transition, je l'entends rarement d'un DSI avec son DG à date en poste. Tu as raison, il faut que la relation, elle permette de projeter l'avenir et d'ailleurs de projeter l'avenir avec le directeur commercial, avec le DAF, hein, parce que j'allais dire, le meilleur pote du DG en général, c'est le DAF d'abord et après le directeur commercial parce que, il peut investir que s'il a de quoi investir, hein. Donc, là, du coup, effectivement, il faut une relation proche. Alors ça, c'est aussi très, très, comment dire? Très différent entre l'Europe et les pays anglo-saxons et l'Asie. Heu, Dans les pays anglo-saxons, les DG sont beaucoup plus acculturés au challenge, de l'IT et ils ont beaucoup plus identifié, la nécessité d'automatiser, on va dire, un certain nombre de choses. Et ils sont beaucoup plus sensibles, aux évolutions technologiques. Alors après, c'est différent suivant les industries. Dans l'industrie lourde, et dans l'industrie, ça fait belle lurette que l'IT a quand même une place, non négligeable, hein. Globalement, aujourd'hui, si tu prends, les challenges de l'industrie en tant que telle, même si la France est plus, le pays le plus industrialisé malheureusement, de l'Europe, tu vois qu'ils ont beaucoup plus de problèmes à trouver des directeurs, d'usines, les DSI chez eux, ils restent et ils gèrent et ils ont leur, en général, ils ont plutôt, les budgets dont ils ont besoin. Après, suivant les secteurs, tu as des choses très très marrantes, parce que moi, je m'intéresse, par exemple, beaucoup aux évolutions du secteur du vivant. Donc tout ce qui couvre, la pharmacie, la pro les domaines de la prothèse et cetera et tu vois, je n'ai jamais eu un poste dans ce domaine-là parce qu'ils cherchent avant tout des gens qui ont une formation en pharmacie ou en médecine. Alors que normalement, un bon DSI, il doit pouvoir, et qui a vu beaucoup de domaines différents, il doit pouvoir se projeter. OK. Donc, là, en fait, en fonction des secteurs, on a des problématiques différentes. On a beaucoup, beaucoup de clients dans le retail qui ont des problématiques.
Bah, et c'est ceux qui doivent se transformer avec, un système encore plus ouvert que les autres, même si dans l'industrie, tu dois avoir un système ouvert vers tes clients et tes fournisseurs, hein. On est Heu, d'accord. donc ça dépend vraiment, le côté ouverture technologique, ça dépend vraiment des secteurs. OK. Non, non, mais ouverture technologique, mais après, la qualité de la relation DG et DSI pour arriver à cranter le truc. Dans tous les cas, c'est un des points de la discussion sur quand c'est un DSI qui n'a pas réussi à, enfin, quand tu arrives dans une mission sur le côté SI évolutif et donc du coup DSI qui part, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été cassé pour diverses raisons. Après, il y avait d'autres raisons que tu as évoquées qui sont plus liées à une méconnaissance des enjeux, à des promesses non tenues ou non comprises, on peut dire ça comme Oui, ça. oui, 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 ou non comprise, tu as raison. Mais moi, je dirais, pour, conclure sur le point que tu viens de Ouais. soulever, si un PDG veut savoir, s'il est, comment dire, s'il gère son risque IT, c'est simple, il doit se poser la simple question: «Est-ce que son CIO est dans le COMEX ou en dessous?» Oui, mais moi j'ai vu plein de DSI qui étaient dans le COMEX et en fait c'est comme dire en fait c'est nécessaire mais c'est pas suffisant. Ah, mais oui, C'est largement pas suffisant. Il y a plein de DSI aujourd'hui un DSI qui rentre pas au COMEX de la boîte ou dans le CODIR. Bon, c'est un responsable informatique, il a compris quoi qu'il va aller pas, mais ça veut pas dire que c'est parce qu'il y est qu'il lui il a la bonne posture, qu'il sait le faire ou que les autres savent écouter ou travailler avec lui. Et non, tu as aujourd'hui, raison, mais il y a encore beaucoup trop de DSI qui sont oui. sous le DAF. Disons que ça, moi aujourd'hui, tu vois, avec tous les podcasts, etc., je vois beaucoup hop, c'est en gros, il était sous le DAF et il se casse de la boîte et il change et il va dans une autre boîte où il est. Donc, en gros, il y a quand même un mouvement de fond là qui est parti. Je pense que c'est compris, etc. Par contre, comment moi, ma posture, en fait, c'est vraiment ce côté, moi, je dis vraiment que je ressens, c'est TDSI, mais tu n'as pas encore le D, quoi. C'est-à-dire Oui. que tu parles tellement de tech, tu es tellement dans les intégrations, tu es tellement dans l'opérationnel qu'en fait, tu parles pas. Moi, aujourd'hui, le DSI, comme quand, tu vois, avec AirSAS, etc., ceux avec qui vraiment on peut vraiment bien travailler, c'est qu'ils ont envie et qu'ils se challengent personnellement sur devenir le pivot de la transformation de la boîte. Et tu vois que vraiment, c'est une difficulté, c'est super dur parce qu'il y a plein d'enjeux et du coup, on se connecte entre eux. Enfin, et vraiment, ça, c'est des enjeux de posture, c'est des enjeux de communication, c'est des enjeux de Ah, compréhension des autres clairement. métiers. Et c'est ça le vrai métier de DSI. Mais quand tu as le DSI qui a aussi le poste de RSSI, du coup, déjà, enfin, tu vois, ou quand, comme tu dis, en fait, il gère aussi tout le côté opérationnel court-termiste. Et en fait, tu peux pas. Là, tu peux Ah pas non, être. C'est on comme n'a si tu qu'une étais tête et directeur 2 bras, oui. commercial où tu faisais les devis, tu envoies les factures au gars, et en plus de ça, tu dois faire le plan stratégique de la. Non, ça ne marche pas, quoi. On est d'accord. Mais cela dit, le point que tu as remonté qui est: tu parles trop de technique, c'est aussi une des problématiques sur certains profils. Ils sont excellents, mais ils ne savent pas se sortir de leur, côté technique. Et moi, quand on revient à la première partie, de ton Ouais, interview, moi, en fait, je ne suis pas tombée dedans, tout bébé. Mon ouais. ADN, c'est le business. Donc Ça change un peu les donnes. donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidée tout au long de mon parcours parce que je parle business et pas, après Ouais. j'amène des solutions technologiques, mais les solutions technologiques, c'est des leviers au business. C'est un moyen, c'est pas une finalité. Très clair. Non, mais super. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as un élément sur lequel on n'est pas intervenu ou n'a pas parlé ou que tu aimerais bien qu'on aborde? Sinon, je Alors pense. moi, je pense, à la chose suivante, il y a la jeune génération. Allez, vas-y, on écoute. Ouais, je fais partie. Non, hein, d'accord, hein. Merci. Ah bah, oui, 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 je te confirme, tu es jeune. Merci. Ouais. Et je pense que des binômes avec des gens, qui sont, pas encore, matures, mais qui peuvent maturer très vite s'ils sont, encadrés, mais dans le sens coaché, on peut faire grandir, des gens beaucoup plus vite et on en a besoin. Moi, j'ai vécu
ça chez IBM du temps où Lou Gerstner investissait à fond pour passer sur le côté service. Et j'ai vécu toute cette transformation et j'en ai bénéficié. Et je pense que la partie mettez quelqu'un qui est un peu juste dans ses bottes et un manager de transition à 2 jours par semaine, c'est un bon compromis. Je rappelle aussi qu'Infortive fait une formation DSI avec Centrale, hein, donc ça vous permet aussi d'aller former vos potentiels. Et il faut aussi savoir prendre un peu de risque, calculé et structuré pour pousser des jeunes en avant qui, eux, amèneront toute cette vision, comment dire, de fluidité, de nouvelles techno, etc. Et qui pourront faire un bon binôme, avec, des gens plus seniors. Et du coup, les binômes, pensez-y. Je pense que ça peut démarrer, faire, démarrer une carrière de quelqu'un qui est en interne, qui a pas encore les épaules, mais qui peut les acquérir très vite. C'est super top ton feedback parce qu'il est super sain. Si tu fais pas confiance à des potentiels dans ton entreprise et que tu les embarques pas par des mentors, c'est compliqué de construire le futur. C'est un premier point. Et le second point, c'est que moi, tu vois, j'ai 34 ans et j'ai eu la chance d'avoir des gens dont j'ai toujours été entrepreneur, mais qui m'ont épaulé vraiment au quotidien tu vois, quand tu as 25 ans, tu commences à gérer 10 personnes, puis 35 personnes et à gérer 3 millions. C'est une autre dimension quand tu as quelqu'un de confiance qui n'est pas dans le game sur ta boîte, sur des choses politiques ou autres, qui va vraiment t'aider à te structurer et ça te fait grandir énormément. Et je pense que c'est une des clés, comme tu le disais, et même au niveau de la société en France aujourd'hui, avec les personnes qui ont énormément d'expérience et qui sont sur la fin de leur carrière, et en même temps des gens à qui on ne fait pas confiance et à qui on ne donne pas les moyens de se former. Et ça, c'est top parce que c'est aussi une façon de dire, pas besoin non plus que d'aller faire des formations en externe, il y a aussi des façons de faire en interne, même si la formation dont tu parles avec Infortive est hyper intéressante, puisque c'est la première fois qu'on peut avoir une formation de DSI par des DSI et qui explique le métier en réel, et on ne va pas que apprendre sur le tas, même si c'est super intéressant. Bah, écoute, merci pour tout, Catherine. On a fait un bon tour. J'espère que tu as passé un moment. Si tu as des personnes, donc du coup des plus jeunes qui sont intéressés par des postes de DSI, transformation qui sont internes, j'imagine qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Sans problème. Donc, ils te diront qu'ils viennent du podcast et qu'ils sont intéressés. Et je pense que ça peut être des bonnes personnes pour la formation ou pour le mentoring. Merci pour tout. Merci Bertrand. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!